à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour nos actus ludiques du jeudi avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, on voit ma lampe aujourd'hui. Bonjour Martin, bonjour le chat, bonjour YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On va se retrouver pour parler de ce qui se passe dans le monde du jeu de société. Vous connaissez le principe de cette émission. Nous faisons le tour de l'actualité. On vous parle des sorties, on vous parle des financements participatifs également. Je vous mets le petit sommaire. Hop, le tour du monde ludique, on va regarder les jeux qui arrivent, qui sont annoncés, qui vont paraître dans vos boutiques assez rapidement. Évidemment, on parlera des news, il y en a quelques-unes cette semaine, pas énormément, mais c'est une fin d'année tranquille. Ouais, on a une fin d'année très tranquille, j'ai l'impression que... Mais parfois c'est bien, parce que les news ne sont pas toujours bonnes. Donc, oui. Réjouissons-nous, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Ouais. Enfin, il y en a, mais... Non, et puis ça se construit aussi. C'est vrai que là, sur cette fin d'année, on a été aussi harassé par le nombre de jeux qui sont arrivés en boutique. On a envie de les traiter le mieux possible. On adore ça. On adore les jeux de société. On adore les partager avec vous. Mais c'est vrai qu'on va un peu moins chercher. On décroche un peu moins le téléphone pour savoir ce qui se passe à droite et à gauche. C'est le même cas pour les éditeurs et les gens qui sont vraiment très actifs dans leurs boutiques, notamment les boutiques, les acteurs, les joueurs également. On est tous concentrés sur cet événement majeur qui est au cœur de notre émission, les sorties jeux de société. On va vous en parler. On vous parlera également des financements participatifs en fin d'émission et on terminera avec les vidéos que nous diffusons sur nos chaînes respectives. Voilà pour le programme traditionnel de cette émission d'actualité ludique. Et comme d'habitude, Pénélope, on enregistre en live. On est en live sur Twitch. Tout à fait. Et on invite tous ceux qui regardent en différé sur YouTube à venir en live le jeudi matin à 8h. Oui, c'est ça, à 8h, pour assister au matinal en direct. Et comme ça, vous pouvez réagir avec nous, vous pouvez nous laisser des commentaires, on peut rebondir parce que parfois vous avez des informations que nous, on n'a pas nécessairement, vous avez étudié les choses un peu mieux que nous, on n'est jamais que deux, donc ça fait beaucoup de sujets à aborder. On va construire cette actualité avec vous et on va commencer par vous parler de quelques news, quelques petites informations qui sont passées sous nos radars. Alors, par quoi on commence cette semaine ? La news, on va faire par ordre d'apparition dans notre document. La première news, c'est la création du TDGDA, c'est le Tabletop Game Designers Association. Merci de l'avoir prononcé. Et encore, je trouve que je ne l'ai pas super bien fait. Donc, c'est une nouvelle organisation dédiée pour soutenir, défendre les intérêts des auteurs. Parce que l'industrie du jeu grossit et le nombre d'auteurs aussi. Et en fait, de plus en plus, ils ont besoin de s'organiser entre eux. Et ça s'est construit autour de 3 axes. C'est des axes juridiques, de développement et de communauté. Voilà, en gros. Et ça a été fondé par des auteurs qu'on connaît, pour certaines, surtout. Oui, on connaît surtout Elisabeth Hargrave. La figure principale qu'on connaît, c'est Elisabeth Hargrave, qui est l'auteur de Wingspan, Mariposa, The Fox Experiments, etc. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier à en faire, c'est plutôt que c'est intéressant d'observer ce genre de décisions et d'initiatives. Alors ça existe en France, parce que la SAGE, la Société des auteurs de jeux de société, c'est un peu l'équivalent d'une certaine manière. Je suis presque surpris de voir arriver, alors je ne me suis pas renseigné plus que ça sur les associations existantes au préalable avant cette création supplémentaire, mais il y a un volet examen des contrats, analyse, il y a une newsletter avec les mises à jour de l'industrie qui est déjà disponible dès le lancement, et ils ont prévu pas mal de choses supplémentaires dans ce projet-là. Donc voilà, nouvelle association qui se crée, ça montre aussi que ce secteur se professionnalise oui. Et s'interroge aussi sur pas mal d'aspects revendicatifs. C'est ça qui est intéressant aussi. On l'a vu arriver très tôt en France finalement. La France est assez en avance sur ce genre de sujet. Sur la place des auteurs, la place des illustrateurs, les revendications qui sont liées à tout ça. Alors c'est pas, ça se limite pas à nos frontières. On a un peu la sensation qu'il y a une trentaine d'années, ce qui était important, c'était le jeu, et pas forcément les auteurs ou les illustrateurs du jeu, et que de plus en plus, on personnalise ces jeux et on leur donne, et que du coup, les personnes qui sont derrière sont de plus en plus importantes et donc ont vocation à se protéger, à protéger leurs intérêts aussi. La news suivante, on va vous parler juste d'un petit tournoi qui s'organise, un gros tournoi sur un gros jeu qui a beaucoup de succès. Voilà, c'est quand même un tournoi international pour le coup, c'est le championnat du monde. Moi, j'adore dire ce genre de phrase.
le championnat du monde d'Azul 2024. Donc, il est annoncé assez tôt à l'avance. C'est Plan B qui organise ça. C'est un événement hybride qui est en direct et en ligne. Pourquoi ? Parce que toutes les premières phases de championnat vont être en ligne, mais la finale sera en direct à Lisbonne. Et c'est ça un peu ce qu'on peut gagner, c'est quand on est finaliste, on gagne un voyage à Lisbonne pour participer à la finale. Alors évidemment, si on habite à Lisbonne, c'est beaucoup moins rigolo. Mais voilà, moi je trouve ça chouette. J'adorerais qu'il y ait des championnats régulièrement, des ligues, un peu l'équivalent de ce qu'il y a dans le jeu vidéo finalement. Dans le monde du jeu de société, c'est sympa, et que ça soit rediffusé en direct avec des commentaires, hein, quelque chose de sportif, quoi. Je trouverais ça très très cool. Mais voilà, donc si vous voulez vous inscrire, c'est tout à fait possible, et c'est à organizedplay@asmodee. L'adresse est dans l'article. On enchaîne avec une toute petite news. Le Black Friday aura lieu ce vendredi prochain, le 24 novembre. C'est un événement qui est organisé conjointement par Philibert, qui organise ça, parce que c'est une journée sur laquelle ils vont reverser une partie de tous leurs gains à l'association Accessi-Jeux. On en parle pour ça, c'est pas pour vous parler de Philibert, on n'est pas partenaire de Philibert sur un monde de jeu, c'est pour vous parler de cette opération caritative, pour vous parler d'Accessi-Jeux, qui est une association qui rend accessible justement les jeux à un public, notamment de déficients visuels, en proposant des versions spécifiques sur ces jeux-là, parfois des éditions spécifiques. Donc c'est Théo Rivière qui organise ça. Ça aura lieu sur sa chaîne YouTube, et on est non pas partenaire, mais en tout cas on donne le chalet. Si, on est partenaire là pour le coup. On offre le chalet à disposition pour qu'il puisse recevoir du monde. Ça sera sur sa chaîne, ça sera pas du tout sur la nôtre, mais en tout cas ça va se passer ici dans ces locaux-là. Vous êtes carrément sponsor finalement de cet événement. Pas non plus, mais bon, disons qu'on est partie prenante, voilà. Nouvelle triste qui nous est venue sur le chat, c'est Dominique qui dit « Juste ma sympathie pour les fans du Cowboy Fringant suite au décès du leader du groupe ». Donc ça n'a rien à voir avec le jeu de société, c'est le côté carnet noir. Alors moi j'en profite, du coup je comptais le faire en fin d'émission pour dédier cette émission à Sébastien Glavier qui nous a quittés, qui était un abonné de la chaîne également, auquel j'ai beaucoup pensé là depuis le début de semaine, qui nous a quittés. On a eu l'annonce sur les réseaux sociaux beaucoup trop tôt, vraiment beaucoup trop tôt. Donc on lui dit dédicace, on dédicace à sa famille, en tout cas on pense à eux, cette émission. Ça, c'était pour les news, la partie news de cette semaine. On termine par une note beaucoup moins gaie, désolé. Oui, moi qui disais qu'il n'y avait pas de mauvaises nouvelles. Ah non, là, c'est pas des super bonnes nouvelles, non. Voilà. Eh ben, on va passer au tour du monde. On va passer au tour du monde. Tout à fait. Jingle. Le jingle. J'ai toujours pas la musique, donc j'imagine plein de choses. On va vous parler des jeux qui sont parus, qui vont paraître, en France et ailleurs. On commence par la France comme d'habitude. Alors, et la première news, c'est une réédition. Oui, alors des toutes petites news qui vont alors celle-là, je l'aime bien. Je l'ai été la prendre sur le blog de Geeklet que je salue, qui a toujours ce site boardgame.fr si vous voulez vous tenir quotidiennement au courant des news aussi. C'est très très bien par écrit. Elle réunit beaucoup d'informations sur les jeux de société. Je le rappelle parce que c'est un site que je consulte beaucoup. Elle a parlé de Mission Planète Rouge sur Facebook, et il se trouve que Bruno Catala est venu faire un commentaire sur la photo qu'elle a publiée en disant tout simplement sur la version qu'on est en train de retravailler en ce moment, on espère que cet aspect et tout sera modifié ou quelque chose comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on apprend qu'il y a une nouvelle édition de Mission Planète Rouge qui, à première vue, est en train d'être travaillée, et qu'elle sera peut-être pas tout à fait identique, puisque je lis le commentaire de Bruno Catala. Je t'avoue que sur la nouvelle version qui est en cours, voilà, j'aurais bien aimé adoucir cet aspect au moins, mais je n'ai pas réussi à convaincre. Voilà, ça c'est quelque chose sur Facebook. C'est assez rigolo de tomber sur ce genre de « tiens, il en parle » et c'est nulle part ailleurs. Ouais, c'est rigolo. Et c'est un jeu qui a déjà eu pas mal de versions en réalité. Je me souviens de sa réédition il n'y a pas très très longtemps. C'était chez FFG la dernière édition.
Oui, c'est un jeu de majorité en gros sur Mars, avec de Bruno Feduti et Bruno Catala. Et qui ont des visions parfois sensiblement différentes. Bruno Et c'est Feduti et ça, Bruno Catala, c'est des assez visions du intéressant. monde du jeu qui Et sont assez différentes. j'ai un très bon souvenir de ce jeu d'ailleurs, donc ça m'a donné envie d'y rejouer. Le suivant, c'est Pixie qui annonce, on est toujours chez nous, Pixie qui annonce la localisation de King's Trick Takers, qui est un jeu de pli japonais imaginé par Hiroken. Et donc ça sera pour 2024. Et franchement, je suis allée regarder. Et c'est ce genre de jeu de pli. Alors en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une vibe jeu de pli originaux avec des mécaniques surprenantes et une espèce de... La mode est au jeu de pli. Le jeu de pli est le nouveau type de jeu à la mode. Et ce jeu de pli-là va vous permettre, en gros, de... alors, je ne me souviens plus, j'ai regardé, mais c'est c'est comme souvent... c'est que vous allez... C'est ça, vous allez drafter vos cartes avant de les jouer. Et il me semble qu'il y a une partie construction, finalement, des decks avec lesquels on va jouer avant de s'affronter en jeu de pli. Ça a l'air très original. Les jeux japonais en ce moment amènent une vague de fraîcheur aussi dans certaines mécaniques et de recherche. On sait que voilà, il y a eu Cat in the Box, là il y a King's Trick Takers, ça donne envie d'essayer. Voilà pour ce jeu de pli qui va arriver donc chez Pixie Game. Effectivement, c'est l'une des modes de l'année. Il y en a quelques-unes. Les jeux de logique aussi, on en voit chez tous les éditeurs, veut avoir son jeu de logique efficace. Ouais, le jeu de logique, le jeu de déduction et le jeu de pli. Mais j'ai vu, vraiment, j'ai senti un côté, un ré-amour du jeu de pli qui avait pas forcément, qui a eu une petite période de creux. Voilà. Et donc, on a des nouveaux fans dans le chat qui disent « J'adore les jeux de pli ». Enfin, pas des nouveaux fans forcément, mais des gens qui disent « J'adore les jeux de pli ». Matago and Friends, Matago ont annoncé qu'ils allaient sortir les extensions des microgames en format microgame. Ouais. Oui, c'est rigolo. Est-ce que... Je ne savais pas que j'en avais besoin, tu vois, des extensions sur ces jeux-là. Et je découvre que peut-être j'en ai besoin, donc... on ne connaît pas les jeux donc pour l'instant, enfin on ne sait pas ce qu'elles apportent exactement, mais on a l'information que plusieurs extensions vont arriver, donc les boîtes sont jaunes cette fois-ci. Oui, alors on voit un peu naturellement comment ça peut être des extensions, puisque 19 cartes, c'est pas beaucoup pour faire un jeu, c'est le principe des microgames, et on se dit, ça doit être facile, dans la tête, on doit se dire, j'aurais pu en mettre 26. Bon, voilà, vous avez des extensions, donc maintenant, ça sera deux petits paquets de cartes qu'il faudra transporter, puis à la fin, vous aurez une boîte avec tout. Oui, c'est ça la question que je me pose, parce que l'intérêt de ce format-là aussi, c'est de pouvoir glisser dans une poche simplement le jeu directement. Du coup, la poche va être un peu plus grande si on rajoute la petite extension en plus. Mais après, c'est plutôt rigolo. Moi, j'aime bien cette gamme. J'aime bien l'originalité qu'il y a à l'intérieur. C'est pas les jeux auxquels je joue le plus souvent, mais je trouve ça sympa. Là, justement, parmi ceux que vous voyez à l'écran, Megalopolis, je vous le recommande très très fort. C'est vraiment un des meilleurs de la gamme, et donc son extension arrive. Et la crypte de Sedlec aussi, je crois qu'il est bien. Voilà, à l'occasion, il faudra qu'on fasse... Maintenant, il faudra 3 jours pour rejouer à tout, mais une sélection de nos préférés. C'est rigolo parce que je me disais, je ferais bien un live où je joue à tous les microgames. Mais bon, il y en a beaucoup. Épuisant à regarder même. Mais c'est rigolo. Mais oui. Oui, mais après, on pourrait avoir une émission chapitrée où on retrouve tout. Parce que c'est pas si facile à trouver les informations sur ces jeux. Non, mais ça serait super utile à faire. Le souci, c'est ma vision des choses. J'ai tendance à dire non, faut pas faire un live, surtout pas faire un live, faut digérer les choses, faut pas s'imposer des trucs trop compliqués à faire. Donc le format monté me paraît beaucoup plus pertinent sur ce genre de choses. Après, il y a la simplicité de pouvoir tourner en direct et d'avoir les interactions avec les gens qui regardent. Le temps qu'il faudrait pour le faire en format monté. Bon, bref. Ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est plus digeste à regarder. C'est ça. Et la dernière petite info sur nos contrées, c'est toi qui l'as rajouté. Oui, c'est la réédition de Dream On qui va arriver dans un jeu de Julien Protière et Alexandre Droit, et on a eu l'information, on a eu les visuels qui sont arrivés, on sait que ça sortira en février 2024. 2 jeux dans lesquels il y a à la fois de la mémoire, il y a un petit peu de mémoire parce qu'il faut se rappeler des cartes qu'on a jouées et qui nous racontent une histoire, comme le nom l'indique sur la boîte. Pardon, j'ai pas mis le visuel, du coup je suis en train de parler et je ne vous le mets pas. Le voici, la première boîte, Storybox Aventure, et on a une deuxième boîte qui va sortir en même temps puisqu'on peut être dans des univers différents, c'est Rêve et Cauchemar.
Il y a à la fois de la mémoire, mais il y a beaucoup d'ambiance dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu dans lequel on se raconte des histoires et on s'amuse avec les gens qui sont autour de la table, avec notre imagination aussi, notre part de mémoire, quand on en a un peu, quand il en reste, quand il n'est pas trop tard. Et c'est très drôle quand il est trop tard également, du coup. Ouais, on en avait un petit peu déjà parlé dans l'émission et là, c'est cool parce qu'on a les visuels. La dernière fois, on n'avait pas les visuels. Et on en avait parlé quand on était revenu de Vichy parce qu'on avait. Enfin, je sais pas si tu avais pu y jouer, moi j'avais pu y jouer. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont rajouté un peu de. Ils ont changé un petit peu les règles dans la boîte, deux boîtes, deux ambiances, c'est-à-dire rêve et cauchemar, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la possibilité de faire deux histoires en même temps. Donc ça rajoute de la complexité. Il faut vous souvenir des deux histoires que vous avez créées en même temps. C'est vraiment, vraiment très chouette. C'est un jeu que je recommande aussi assez fort. Moi, j'ai beaucoup joué à la version d'avant, j'ai pas encore rejoué à celle-ci, mais à Dream One, on a beaucoup Moi, joué. j'ai trouvé ce qu'ils avaient ajouté tout simple, mais ultra efficace. Et vraiment, c'est un vrai apport. Et puis, on imagine que peut-être ils vont pouvoir en sortir d'autres. En fait, c'est cool de thématiser ce genre de jeu parce que on se dit voilà. Et il y a Mathieu Despnous dans le chat qui dit Storybox, c'est vraiment excellent. Ouais. Et là, je ne peux que dire pareil que lui. On continue notre tour du monde des annonces en partant cette fois-ci outre-Atlantique. Chez l'éditeur d'origine d'ailleurs de Storybox de Dream One, c'est Cool Mini or Not. Il me semble que c'est eux qui avaient fait la première boîte. C'est vrai ? Il me semble bien. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de miniatures. Donc ils ont annoncé, je vais faire ça très vite. Ils ont annoncé, il y a plein d'annonces chez eux en ce moment. Donc il y a 3 jeux qui ont été annoncés. On a à peine de visuel, on n'a rien. On a juste une petite image et une annonce. Donc le premier, c'est A Song of Ice and Fire Tactics. C'est ce jeu, A Song of Ice and Fire, qui était un jeu de figurines et d'affrontement dans l'univers du Trône de Fer. Et là, ils en sortent une nouvelle. Alors, c'est pas dans ce jeu-là, c'est un nouveau jeu, c'est Tactics. Alors, est-ce que ça va être... je vois pas du tout ce que ça va être, en fait. Mais quand en général, il y a Tactics, c'est vraiment du combat tactique. Oui. Est-ce que c'est plus comme du combat de boss et moins des factions entières qui s'affrontent? Je n'en ai pas la moindre idée, mais voilà, le titre est sorti. Le deuxième jeu, c'est God of War, The Board Game, qui, pareil, ça sera pour 2024. Ils avaient fait God of War, le jeu de cartes, auquel je n'ai pas joué, qui était arrivé en français. Je l'ai vu parfois, mais je n'y ai jamais joué. Et là, ils vont sortir le jeu de plateau. Et enfin, le dernier, il y a plein de boîtes de zombicides qui sortent tout le temps. Je n'en parle pas tout le jour, parce que je m'embrouille dans le nombre d'extensions qui existent. Mais là, celle-là, j'avais envie d'en parler parce que ça se passe à Paris. Et donc, c'est Paris Z Zombicide dans la même série que Rio et voilà, qui se passe dans une ville qui... L'image de la couverture a l'air de dire que ce serait... Bon, non, on sait quand même à l'époque actuelle avec des... Oui, mais non, on voit des fusils, on voit des trucs, donc c'est pas la Révolution, mais il y a une référence à la Révolution. Il y a une référence, bah oui. Donc, c'est l'image qu'on se fait de Paris à l'étranger, notamment. Moi, j'avais joué à la toute première version de Zombicide. J'ai jamais réouvert une boîte depuis. J'étais dans le jury de l'Asdor à cette époque-là, on l'avait sélectionné. Je me souviens qu'il y avait Leonidas Vesperini dans le jury de l'Asdor à cette époque également, qui a fondé par la suite Mythic Games, et qui était complètement dingue de ce jeu-là. Il mettait beaucoup d'enthousiasme dans les réunions du jury à le faire découvrir. C'était pas tout à fait mon type de jeu, mais on l'avait sélectionné dans l'Asdor, donc j'avais validé évidemment ce choix-là. On le valide toujours quand on fait partie d'un jury, même quand on n'est pas forcément fan du jeu en question. J'ai jamais rejoué depuis à aucun Zombicide, mais il y a eu tellement de parutions que j'aimerais bien me remettre à l'occasion pour voir en tout cas quelles sont les évolutions, comment ça fonctionne et quelles sont les boîtes aujourd'hui auxquelles il faut jouer. Oui, moi j'avais joué qu'à la première boîte. J'avais pas trop aimé le genre de jeu, ce qui m'a toujours empêché d'aller plus loin. Et en fait, souvent on me dit non, mais il faudrait vraiment que tu essayes une boîte plus récente. Ouais. Mais bon, c'est du hack and slash. Il faut aimer lancer des dés et tuer des pelletés de zombies. C'est pas mon grand kiff. Annonce suivante, pareil, toute petite annonce, c'est Ostia qui a annoncé une extension pirate. Ostia est un jeu japonais de Ushi, édité par Ushiba Koya. Et en fait, Ostia, je pense que certains peut-être l'ont surveillé. Il avait été en financement participatif. Il n'est jamais arrivé en français. Ah oui, parce que ça ne me dit rien. Il s'inspirait. Visuellement, il pourrait rappeler un peu Amalfi dans ce genre d'ambiance. Ouais. Et il s'inspire très très fortement de Tribun, le jeu de Stefan Feld, avec une mécanique d'Awale pour choisir les actions et on égrène ses petits bateaux, etc. C'est un jeu que j'aurais bien aimé essayer.
Donc on n'est jamais, je suis pas désespérée. Peut-être que un jour il arrivera chez nous. Le jeu suivant, pour le coup, celui-là, on le connaît. Enfin, on le connaît. Je n'ai jamais joué à ce jeu. C'est une réédition d'un jeu qui est ultra célèbre outre-Atlantique, qui est Duel of Ages 2. Et c'est la réédition qui s'appelle World Spanner Factions. Et donc, c'est un jeu qui est à la base, qui date, alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve ça, Duel of Ages, ça datait de 2013, la version de 2, et la version 1 datait de, j'aime bien, moi j'adore, les dates c'est important, de 2003. Donc voilà, vous voyez, c'est un jeu qui est quand même pas récent. Et donc, c'est un des jeux favoris justement de Tom Vasel de Dice Tower. C'est un jeu qui a vraiment des fans. Et donc là, ils viennent d'annoncer une nouvelle une réédition. On peut le dire, pas forcément jolie. Je suis pas ultra fan de la pochette, ni du plateau d'ailleurs. Et c'est un jeu de tactical RPG aventure avec des factions qui vont... Alors, c'est du jeu de rôle tactique avec des factions qui vont s'affronter sur un plateau central. Voilà. Mais si vous êtes du genre à vouloir vous intéresser aux jeux cultes, à ceux qu'on... Oh là, j'ai un appel. Tu as un appel? Hop, pardon. Excusez-moi, j'ai eu un appel de mon côté, ça a sonné dans mes oreilles. Voilà. Pas Donc, entendu, si vous êtes... Ouais, tant mieux. Si voilà, vous êtes du genre à vous intéresser un peu à la culture du jeu de société et aux jeux qui sont un peu des marqueurs, celui-ci a vachement compté. Voilà, oui, c'est vrai que la couverture, elle n'est pas magnifique quand même. C'est pas un esthétique particulier. Ouais, on va dire ça. Le jeu suivant est un jeu de... Je dois raccrocher encore. Je vais peut-être fermer l'application tout simplement. Est un jeu de Eduardo Baraf, Scott Caputo et Melissa Caputo. Ce sont des auteurs de... c'est un duo d'auteurs, couple d'ailleurs, qui avaient fait Whistle Mountain et Whistle Stop, qui sont des jeux que j'avais bien aimés. On repart à la montagne cette fois-ci. Oui. Et on est... Alors à chaque fois, j'ai oublié de vous dire, Ostia, c'est japonais. Et là, on est en Californie. Et on repart à la montagne. Pas plus d'images que la couverture. Là, on a vraiment très, très peu de visuels. Mais j'aime bien ce que c'est en train de me proposer dans le pitch sur BGG. La couverture est beaucoup mieux que le jeu d'avant, quand même, je tiens à le dire. On est d'accord. C'est léger, c'est un petit dessin qui n'est pas forcément... Voilà. Il n'a rien de virtuose, mais en tout cas, une ambiance s'en dégage. Oui. Voilà, donc c'est un jeu solo qui se joue en 20 minutes à partir de 14 ans. Et donc, on va se balader dans la montagne et faire de l'exploration et essayer d'arranger, de chercher, de suivre des pistes des animaux. Enfin, voilà, je pense que ça va être un jeu sur l'exploration de la nature, etc. Je trouve la couverture particulièrement attractive. Et j'aime bien ces auteurs, donc oui. J'aimerais bien voir ça se développer chez nous. Première fois que vous en entendez parler, on voit ce jeu, on le verra arriver peut-être un jour dans nos boutiques, sur nos tables éventuellement. Pour l'instant, on a vu juste le visuel. On partage avec vous ce genre de choses. Et on va voir des camions maintenant. Oui, des camions. Pareil, là, moi j'aime bien ces news qui sont finalement très courtes. On n'a rien à vous montrer, mais on vous parle de ce qui arrivera un jour. Et Vital Lacerda a publié une photo de ce qui sera son prochain énorme jeu à plus de 150 000 euros. Non, je rigole. En général, c'est 120, 130 euros les jeux de Vital Lacerda. Ça s'appelle Speak Easy et on voit des camions de contrebande. Donc, ça risque de se passer à l'époque de la prohibition aux États-Unis. Ça, c'est le genre de thème qui me plaît vachement. Donc, je vais surveiller ça. De temps en temps, j'arrive à jouer à un Vital Lacerda, mais c'est rare. Et j'aime bien quand ils sont pas trop complexes pour qu'on ait la possibilité de vraiment l'essayer. Je vais pas faire le suivant parce que j'ai pas assez d'informations dessus. Donc, je vais directement aller au dernier. On fait pas le suivant. Voilà, on ne fait pas le suivant. On finit en Allemagne. Parce qu'une émission de jeu sans faire de jeu allemand, ce serait vraiment pas une émission de jeu. On a peu parlé de jeux de pli pour l'instant.
Oui, c'est ça. Non, mais tu vois quand même, il y a une vraie tendance. C'est un jeu qui s'appelle The Crew Family. Enfin, c'est pas ça, c'est pas un jeu qui s'appelle. C'est la version famille de The Crew. Oui. Comment je me... Voilà. Donc alors, je me suis posé vraiment la question quand j'ai vu cette news. Donc, il y a rien. Cosmos, ils ont annoncé ça presque. On va dire c'est assez solennel parce que la couverture est noire. Oui, c'est Et en c'est cours de vraiment... travail, on voit que le visuel n'est pas définitif. Voilà, mais on sait que il y aura The Crew Family l'année prochaine. Moi, la question que je me pose, c'est The Crew n'était pas déjà un jeu famille? Alors effectivement, on sait, il a été mis en catégorie expert, etc. Sur On va l'As pas d'or, ouais. on va pas relancer ce débat infini, mais j'ai toujours eu, moi, autour de moi, les gens qui y jouent sont vachement justement en famille. Donc, Oui. alors, et pas forcément des familles de joueurs, puisqu'on est sur des mécaniques de jeu de pli qui parlent enfin, beaucoup de gens ont joué au tarot, etc. Donc, c'est la version encore plus accessible d'un jeu qui, pour moi, n'était pas nécessairement inaccessible, mais d'accord. Donc, ça rendra le jeu, voilà, plus accessible, j'imagine. Voilà, ça c'était pour les jeux dont on a entendu parler et qui vont arriver un jour ou l'autre sur vos tables. Peut-être pas tous, mais certains d'entre eux en tout cas. On va passer maintenant à ceux qui sont sortis, ça y est, auxquels vous allez pouvoir jouer, ou qui sortent demain plus exactement pour qui certains. sortent demain, ouais. Voilà, exactement, parce qu'on enregistre le jeudi et la plupart des sorties ont lieu le vendredi. Donc ça... Sinon, oh là là, ils vont se jeter sur leur boutique aujourd'hui et puis en fait, ils vont être déçus. Oui, il y en a Et peut-être déjà, tu sais, ça arrive au fur et à mesure parce qu'on annonce Oui, le c'est vrai. vendredi comme date de sortie, mais je ne sais pas à quelle heure précisément les jeux arrivent en boutique. À chaque fois, on vous fait la liste des jeux. Là, on va regarder la liste des jeux et on va voir ceux qu'on connaît. On les connaît pas tous, on n'a pas joué à tout. Malheureusement, en cette période, on a beaucoup de mal à jouer à tous les jeux, mais on en connaît quelques-uns. N'hésitez pas à nous dire, vous qui regardez en live ou qui regardez en différé d'ailleurs, dans les commentaires, ceux que vous allez acheter, ceux auxquels vous voulez jouer, ceux que vous voulez partager dans votre club éventuellement. On n'est pas obligé de tout acheter. Je compte beaucoup sur cette partie de l'émission car, comme tu as pu le constater, il n'y avait pas de jeu de Rainer Knizia annoncé cette semaine et je suis un peu triste. Et donc, pour faire une bonne émission, il faudrait qu'il y ait un jeu de Rainer Knizia dans les sorties. Je l'espère. Générique. Le générique, le jingle des sorties pour se préparer à ce flux de jeux qui sortent en ce moment. Alors, nous avons plusieurs jeux. On va commencer par À la recherche des espèces disparues, le nouveau jeu d'une gamme maintenant, parce qu'il y avait À la recherche de la Planète X qui était déjà paru en France chez Ori Games, chez Renegade à l'origine. Et cette fois-ci, on ne va plus chercher des planètes, mais des animaux. C'est un jeu de déduction, de logique, avec des points d'action. J'étais j'avais très envie d'y jouer et j'aime bien, j'adore les jeux de déduction et j'aimais bien l'idée et le matériel est très chouette et vous verrez, c'est très beau sur la table. Je trouve juste ça un poil trop alambiqué et j'ai du mal, à titre personnel, si vous avez du mal comme moi avec les jeux de déduction qui se gagnent au point en fin de partie et pas forcément à la déduction, c'est-à-dire que trouver va vous rapporter plein de points, mais peut-être que les système autres... de score, voilà, ouais. On peut faire des points de différentes façons durant la partie, et à la fin, au score, ça peut être celui qui a trouvé en deuxième ou qui n'a même pas trouvé qui gagne. Et il y avait ça dans The Lost Code aussi. Et ça, moi, c'est une sensation que je n'aime pas. Je suis un petit peu primaire. J'aime bien que les jeux de déduction, ça soit « j'ai trouvé » et j'ai gagné. Donc, sachez-le. Nous, on l'a tout juste reçu. Il est là, posé à côté de moi. On m'en a dit beaucoup de bien autour de moi, notamment de « Ah, la Planète X, c'était bien, mais ça, c'est beaucoup mieux. » Moi, j'ai beaucoup aimé la Planète X. C'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé. J'ai pas encore joué. Alors donc, oui. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais j'ai eu cette sensation hier que c'était un jeu qui allait beaucoup plaire à certains et beaucoup déplaire à d'autres. Je fais partie plutôt de la deuxième catégorie et je pense que toi, tu l'aimeras. Enfin, je veux dire, il y a différents genres de public. Tout à fait. Là, moi, pour l'instant, je peux rien dire. J'ai pas encore joué. J'ai hâte, en fait, de m'y mettre également. Edge of Innovation, là, tu y as joué, toi. Le jeu qui paraît chez Super Meeple. Je me semble qu'on l'avait déjà mis dans la liste la semaine dernière, donc des fois, il y a des jeux qui sont repoussés, ou je crois, hein. Dis-moi si je me trompe. Tu me poses une colle d'un coup. Non, je crois pas. Je crois que c'était vraiment prévu pour le 17, donc non, je crois qu'il est dans les temps. Edge of Innovation, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase. C'est Terra Mystica. Si vous aimez Terra Mystica, c'est Terra Mystica avec des petites règles en plus, des petits éléments en plus. Et ça le rend un peu plus costaud, surtout avec une phase de draft de l'intégralité du matériel au début. Donc vous allez drafter vos factions, vous allez drafter plein de choses. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça.
Ouais. Et c'est très bien, bien sûr. Enfin, je veux dire, moi, j'adore Terra Mystica, donc si on aime Terra Mystica, on peut pas être déçu. La question est de savoir si vous avez Terra Mystica, est-ce que c'est pertinent d'avoir Edge of Innovation? Je ne peux pas répondre à cette question. Moi, je n'avais pas Terra Mystica, j'ai Edge of Innovation, je suis très contente. C'est quoi la durée d'une partie? C'est indiqué ici 2-3 heures, ça prend un petit peu de temps quand même. Nous avons Ark Nova, l'extension Monde Marin, là également on en a déjà parlé, c'est un jeu qui va vous rapporter, il est tellement attendu, Ark Nova, il est tellement apprécié plus exactement, il va vous apporter un peu de renouvellement sur ce grand classique déjà du jeu de société. Ouais. On peut le dire, je pense que c'était peut-être l'extension la plus attendue de l'année. Oui, probablement. Elle est moins attendue, peut-être celle-ci en France en tout cas, c'est Le Froid Éternel, nouvelle boîte dans l'univers d'Andor, mais c'est un jeu qui a remporté l'As d'Or, tout comme Ark Nova. Les deux jeux peuvent mettre ce logo sur la boîte. C'est une extension ou c'est un standalone? Parce que parfois les Andor, c'est des... Je me suis pas, c'est pour ça que j'ai rattrapé ma phrase, tu vois, subtilement. Je me suis dit on va pas le relever. J'ai dit pardon, un nouveau jeu dans l'univers d'Andor et j'ai pas précisé s'il s'agit d'une extension ou pas parce que j'en sais rien. J'ai pas étudié. Je regarde rapidement un nouveau jeu indépendant. Oui. Voilà. Donc ce n'est pas Andor. Alors si, je crois que c'est une nouvelle boîte de Andor, oui. Mais à part, vous n'avez pas besoin d'avoir les autres boîtes pour jouer. C'est une nouvelle ère qui commence en fait. Le Froid Éternel, chouette cette saison. Moi j'aime bien Andor, je fais partie des gens et puis après je sais que ça fait crier partout, mais moi j'aime bien Andor, je trouve ça super pour découvrir le jeu de société. On a Defcon 1, un jeu ou j'en sais rien, je sais pas comment on le prononce. C'est un jeu de Florian Dumont, c'est publié par Asynchron. Je n'ai pas d'informations à vous donner particulièrement sur ce jeu, je ne l'ai pas vu passer, je vous découvre avec vous la boîte. Jeu très sérieux sur la guerre froide avec des factions qui vont s'affronter. Voilà, c'est très 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 sérieux. Destinies Sourcebois, donc c'est un nouveau jeu dans l'univers de Destinies également. Donc si vous aimez bien cet univers, ce jeu avec application, parce qu'on se sert d'une application aussi pour avancer dans l'aventure, qui a une vraie part d'aventure et un univers fort dans lequel vous allez pouvoir vous immerger. Il y a une nouvelle boîte qui arrive avec des sorciers et sorcières. Juste toujours dans la sorcellerie, on a le Disney Sorcerers Arena, alliance épique. Qui paraît en ce moment. Tu m'arrêtes si tu as des choses à raconter sur ces jeux-là. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de... je tiens juste à remercier les Twitchers. Vous êtes 250 et ça fait très très plaisir le matin d'être 250 pour regarder les news ludiques. Et oui, ça fait plusieurs jours qu'on passe les 200. Merci beaucoup à tous de nous suivre régulièrement sur ces matinales. Alors, on passe très vite sur les boîtes d'extension des jeux que vous avez régulièrement et de vous attendez les nouveaux opus pour enrichir vos soirées. Oui. Marvel Champions, il y a une nouvelle boîte, plusieurs nouvelle boîte qui sort avec des Deadpool notamment. On a les érudits du Tigre du Sud, nouveau jeu chez Garfield Games. Tu as joué à celui-ci? Voilà. Non, mais faut aimer c'est le genre de jeu où moi j'appelle ça les jeux de joueurs extrêmes. Alors c'est pas du tout une critique quand je dis ça. Faut aimer les jeux un peu avec énormément d'iconos, oui. de règles, de surcouches de règles, où on décroche un petit peu du thème finalement. Alors certains me disent, mais si, c'est très thématique. Moi, il y a un stade où quand ça déborde, je ne vois plus le thème, je ne vois que les iconos, les règles, les micro-règles, etc. Donc que j'ai pas du tout accroché. Après, je connais des gens qui ont bien accroché. Comme d'habitude, c'est pas du tout des jeux cassés, c'est pas du tout des jeux qui sont pas des bons jeux. C'est juste que là, moi, faut vraiment aimer l'effort. Moi, j'ai pas aimé. Guilty Houston 2015, un jeu qui est signé par Johan Servet, tiens donc, et publié par Yellow. C'est un gros jeu également qui va prendre du temps. Jeu d'enquête. Ouais. Jeu d'enquête vachement riche avec beaucoup d'écriture. Très bien. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. L'Incal Infini, un jeu de Guillaume Montiage et Emmanuel Rosoy. On vous avait parlé de ce jeu, notamment à Cannes. On en avait discuté. Il était en financement participatif. Il arrive en boutique. C'est sur l'univers, évidemment, de la bande dessinée de Jodorowsky et Moebius. Voilà, pour ce jeu qui sort en ce moment également. Extension pour... Oui. Non, pas joué.
Extension pour les aventures de Robin des Bois, Frère Tuck est en danger. C'est également un jeu de Michael Menzel et beaucoup d'actualité. Michael Menzel, cet illustrateur allemand qui s'est lancé dans des jeux un peu narratifs et d'aventure. Ouais. C'est toujours publié par Yellow et ça va vous permettre d'enrichir vos parties de Robin des Bois, des aventures de Robin des Bois. Tu avais bien aimé, toi, celui-ci ? Je n'ai pas essayé et j'avais vraiment envie parce que j'aimais bien les idées, les innovations mécaniques qu'il avait trouvées avec les déplacements sous forme de petits meeples qu'on mettait les uns derrière les autres. Je trouvais ça super. J'ai eu des retours un peu mitigés du type c'est un peu simple, c'est un peu... Voilà, il n'y a pas vraiment de jeu, etc. Bon, j'aimerais bien essayer quand même parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui critiquent Andor aussi et c'est un jeu que j'aime beaucoup, donc... J'aime bien la naïveté de l'univers de Michael Menzel. Oui, c'est des jeux où la prise d'initiative n'est pas énorme, tu fais pas grand chose à ton tour, il n'y a pas des choix qui sont hyper complexes non plus, mais tu as un aspect découverte qui est intéressant. Moi, je me suis un tout petit peu ennuyé. C'est pas des jeux qui m'ont passionné. Merci à ceux qui s'abonnent. Tiens, c'est la minute abonnement sur la chaîne. Merci Nous avons Jessie beaucoup. qui s'est abonnée, Dan R qui s'est abonné également. Cette chaîne, on le rappelle toujours, le Twitch de manière générale est financé uniquement par vos abonnements. Donc vous permettez à ces émissions d'exister. Toute l'information est gratuite sur Un Monde de Jeux. Et on termine avec... Non, on termine pas. Pardon, j'avais pas vu, mon ascenseur s'était bloqué. Les ruines perdues de Narak, la mission disparue. Moi, j'adore Narak, donc ça, c'est un jeu friandise pour moi. C'est pas très complexe comme jeu de plateau et de deck building, mais il me divertit beaucoup. Il y a une part de hasard auquel les joueurs n'accrochent pas toujours, mais que moi, ça va, je le supporte. Les parties, j'y joue vite aussi, hein, c'est ça qui rentre en compte. Il faut jouer vite à ce jeu-là. Donc, nouvelle extension, j'ai vraiment hâte d'y jouer, de la découvrir. Marvel Champions, le jeu de cartes. Micro Macro Crime City Showdown, donc nouvelle extension également, nouvelle boîte dans l'univers de ce jeu qui a remporté l'As d'or. Je vois toujours pas de jeu de Rainer Knizia, je commence à m'inquiéter. Oui, là on arrive tranquillement sur la fin. Je regarde, mais il y en a encore quelques-uns. Outlive, nouvelle édition de ce jeu qui avait disparu. Outlive. Je crois qu'on dit Outlive, hein, si je me trompe pas sur celui-ci. Outlive. C'est sûr, mais oui, mais c'est pas grave. Parce que j'ai toujours entendu dire ça, et ça m'a toujours surpris. C'est l'édition complète de ce jeu qui est signée par Grégory. Oui, mais voilà, l'éditeur dit Outlive en français, c'est bien ce qui me semblait, pas live. Donc, moi, voilà. Outlive. Et effectivement, c'est surprenant. Oui, peut-être, ça me met le doute d'un coup, mais pour moi, c'est Outlive. Enfin, un live, quoi, si vous voulez. Comme un live sur Twitch. Mais d'accord. L'édition complète, donc le jeu revient, on est super content de le revoir sortir en boutique. C'était un des jeux qui avait beaucoup fait parler de lui lors de sa sortie. Un jeu de pose d'ouvrier, mais avec des interactions en fonction du positionnement des autres joueurs autour du plateau. On a récupéré la boîte également, elle est juste à côté de moi. Je suis content de l'accueillir au chalet. L'Angleterre dit Outlive comme Olive. On apprend des choses sur la prononciation. Non, mais en fait, on est en train de me corriger. Et en fait, ils m'ont mis le doute. C'est vrai que Live and Let Die. Donc mais je pense qu'on dit quand même Out et pas Out. Voilà, ça j'en suis sûr, c'est Outlive. Ah oui, ça bien sûr. Pas Outlive. Oui. Mais j'ai pas dit Outlive. Au début, un petit peu. Non, j'ai dit Outlive. Pantémor, donc petit jeu. On a cité les jeux dans les petites pochettes. C'est Ludovic Barbe qui sort ce jeu-là. Tu as joué, toi, celui-ci ? Non. Pas à Pantémor. Celui-là, non. Je crois que c'est vraiment celui-là un peu comme les jeux de roulette russe, un petit peu à la façon Exploding Kitten, jeu de partie. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et nous avons Vagrant Song, on vous a fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez le découvrir également, c'est publié par Lucky Duck Games, c'est un jeu qui est signé par Matt Carter, Justin Gibbs et Kyle Rowan. Et donc moi celui-là je l'avais trouvé vraiment magnifique, mais finalement assez simple, assez familial. Donc est-ce que tu confirmes mon ressenti? Moi j'ai fait qu'une partie. J'ai fait qu'une partie pour l'instant. On a fait la partie de démonstration. On a fait les premiers scénarios, on a fait la vidéo dessus, donc on a découvert le jeu, on vous a montré comment ça fonctionne. Après, c'est un jeu dans lequel le renouvellement, pour moi, est un critère important. Tu vois, si les scénarios se renouvellent beaucoup, si on ne vit pas la même aventure à chaque fois, là, pour le coup, il faut vraiment insister là-dessus. Première partie, c'est agréable, on découvre le matériel et les impressions, c'est très accessible. Matériel magnifique, d'ailleurs. Ouais.
Et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est contrairement à ce que la boîte pourrait laisser penser, et même le type de jeu qui est du combat de boss, c'est un jeu qui est très accessible, qu'on peut vraiment jouer en famille. Il y a très peu de règles, en fait. Hein, et c'est plutôt... Enfin, en famille. Famille de joueurs, on va dire. Et on va terminer avec Synchro, sur lequel nous avons fait une vidéo ensemble et qui sortira peut-être aujourd'hui. D'ailleurs, c'est possible qu'on la mette en ligne sur notre chaîne. J'attends le retour de l'éditeur. On le met très vite sur notre chaîne. Le jeu sort demain. Également, le nouveau jeu de Thomas Favrelière qui avait également signé, tu sais, ce jeu sur les abeilles qu'on avait joué pendant le Sablier d'Or. Tout à fait. Mais je trouve Synchro vraiment intéressant. Ouais. J'étais sur la vidéo qu'on a fait et... Enfin non, j'étais pas sur... Si, j'étais dessus, bien sûr. on s'embrouille. Est-ce que j'y ai joué à part ou pas? Et c'est vous dire si quand on joue, on est dans le jeu. Hein. On n'est pas en train de tourner. Et j'avais beaucoup aimé, moi. C'était bien amusé, la vidéo est chouette. Ça m'a donné envie d'aller plus loin. J'étais nulle. Mais non, on donne pas les secrets de ce qui s'est passé. Si, j'étais nulle. On peut pas être nul dans ce genre de... Mais on peut être moi. Oui, on peut être nul. Mais c'est pas... En fait, on est nul en groupe, pas individuellement. C'est une question d'écoute et puis d'analyse de ce que les autres vont jouer. Il y a un côté... un peu comme un habit où on va avoir des codes, des façons de jouer ensemble et quand on perd, on perd tous ensemble. Quand on gagne, c'est qu'on a été connecté. On est connecté ou pas connecté, c'est plutôt ça. Par contre, c'est vraiment pas le jeu où il faut accuser un joueur de la table de mal jouer, simplement qu'on n'a pas joué ensemble de la même façon. On termine avec des zombicides qui sortent également, un pack Iron Maiden. Ah, waouh. Voilà, c'est le dernier jeu dont on vous parle aujourd'hui sur les sorties. Il y avait pas mal de trucs, hein, quand même, pas mal de sorties. Dans le chat, on me dit Knidia, il est où? Vite, Pénélope, cherche un truc en direct, faut pas briser le Knidia combo. Oui, je suis un peu triste. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Mais moi, j'ai pas trouvé cette semaine. Je suis un peu malheureuse. Parce que ça s'arrête si vite, cet objectif. On arrive à notre rubrique des jeux en financement participatif. Mais avant, vous l'attendiez tous, le jingle. Jingle vert. Ouais, exactement. Il est moche, hein, ce jingle. Non, il n'est pas moche. J'aimerais bien avoir le temps de faire des super jingles. Ça sera pour l'année prochaine, éventuellement. Oui. Alors, c'est parti. Il y en a quelques-uns cette semaine. J'ai vu que tu m'as fait une grosse liste. Oui, j'ai fait une grosse liste. On va essayer d'être très efficace. Je peux l'être. J'ai pas eu, en plus, cette semaine, plein de projets intéressants, mais pas forcément. Alors, il y en a un, je pense que je vais le pledger, ne serait-ce que parce qu'il est gratuit. Et ça, je trouve ça assez sympa. Oui, il y a un projet gratuit. Donc, le premier projet dont on va parler, c'est Fire Siege, qui n'est pas gratuit du tout. Non. Celui-ci, puisqu'il est aux alentours, justement, au contraire, il est vers les 119 €. C'est un jeu de Martino Ciacciera et Michel Pablo Granocchia. Alors, Martino Ciacciera, je connais son nom, j'ai déjà vu des jeux qu'il a fait. Il faudrait que j'aille voir pour vous dire lesquels il a fait, mais c'est un auteur qui a déjà fait autre chose. C'est illustré par Andrea Butera, Selene Credini et Simone Torcazio. Torcazio, je ne sais pas. Donc, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans, des parties de 1 heure, dans lequel nous allons, c'est tout simplement du tower defense coopératif à communication partielle. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez une tour qui est assiégée, vous avez vos factions et vous allez communiquer les uns les autres sans trop communiquer, puisque j'imagine qu'on considère que vous êtes au cœur de la bataille et que du coup, vous ne pouvez pas vous dire « je vais faire ça ». Oui, d'accord. Et il va y avoir de la gestion de main et des pouvoirs asymétriques. Voilà, c'est très bien, tu tombes dessus. C'est l'auteur de Witchstone, Ciacciera, qui avait fait un jeu avec Rainer Knizia, si je dis pas de bêtises. Ah bah voilà, t'as cité son nom, tout va bien. Voilà, c'est bon. C'est trop facile, hein, si on cherche les jeux avec lesquels il a fait des choses. Ouais. Voilà. Donc, c'est un projet qui marche plutôt bien, mais qui n'a pas encore été financé. Et c'est assez rigolo parce que quand j'ai regardé tout à l'heure où en était le projet, le goal, l'objectif à débloquer, c'était... Ah non, c'est pas sur ce jeu-là, pardon. C'est sur le... Si, je crois que c'était sur ce jeu-là. Non, c'est pas sur celui-là. Je croyais que c'était l'objectif à débloquer, c'était d'avoir la version française, mais non, c'était pas celui-ci. Donc non, il n'y a pas de version française. Celui-là est en anglais. Ça se termine le 4 décembre et ça sera livré en novembre 2024. Voilà. Et puis, c'est le genre de jeu avec énormément de matériel, des figurines, etc., etc.
Bon, moi, j'y ai pas joué, celui-ci. Je me suis pas intéressé particulièrement non plus. Mais je vois qu'il y a eu peut-être une émission sur la chaîne de Maxildan, éventuellement, parce que je vois Oui, qu'il laisse un avis dessus. j'ai été surprise aussi parce que c'est rare de voir des influenceurs Français, français ouais, c'est au rare. milieu d'influenceurs, sauf sur des projets français, bien sûr, mais là, il n'y a pas un projet français, donc Qui nous dit bravo à que lui. le jeu est bien équilibré et qu'il n'y a pas de joueur alpha, d'effet leader sur ce jeu-là. Grâce Je pense, oui. voilà, la gestion de main. La gestion de main, c'est ce qu'on avait trouvé notamment dans Spirit Island et qui avait réussi, moi, à me convaincre sur des jeux coopératifs où je suis toujours un peu frileux dessus parce que j'aime pas du tout l'effet leader dans la mesure où je suis un joueur qui n'aime pas donner, justement, j'aime pas trop donner des ordres. Des ordres autour de la table. Je suis plutôt un joueur silencieux dans les jeux coopératifs. Tu sais, je suis en train d'analyser ce qui se passe, mais du coup, ça laisse de la place à d'autres qui, parfois, ça pose un peu trop. Donc, c'est quelque chose qui, moi, ne m'est pas agréable quand je joue à ce genre de jeu. Voilà, on me confirme dans le chat que Witchstone était bien un jeu de Rainer Knizia qu'il avait fait, donc avec cet auteur, j'ai réussi à caler le nom. Je n'aurais peut-être pas calé le jeu de lui, mais j'ai calé le nom. Le jeu suivant est un jeu français. C'est sur Ulule que ça se passe et ça s'appelle Eternitium. C'est un jeu de Thomas Carlier illustré par Baptiste Pérez, édité par Omea Game. C'est rigolo parce qu'il y a un illustrateur qui s'appelle Baptiste Pérez et qui est toulousain, et un auteur qui s'appelle Baptiste Pérez et qui est toulousain, et un vendeur en boutique qui s'appelle Baptiste Pérez et qui est toulousain aussi. C'est rigolo, ça. Il y en a deux qui sont le même. Il y en a deux qui sont le même. C'est l'auteur et le vendeur en boutique, c'est le même. Mais par contre, l'illustrateur, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. C'est marrant. Alors ça, c'est le genre de projet dont je parle surtout pour mettre un petit coup de projecteur dessus, parce que c'est petit projet français. Allez vous renseigner si ça vous intéresse ou pas. C'est un jeu de deck building avec une petite mécanique, petite idée originale, où vous allez devoir essayer de vous débarrasser. Vous partez avec un certain nombre de cartes dont vous allez devoir vous débarrasser, et vos cartes à vous vont vous permettre de vous débarrasser de ces cartes-là, donc en achetant, entre guillemets, en achetant d'autres. Et il y a un côté, une mécanique de reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire que vous devrez reprendre des cartes du type dont vous voulez vous débarrasser, mais pour pouvoir payer d'autres cartes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une petite originalité, c'est joliment illustré, donc j'avais envie de juste vous dire, voilà, ça c'est français, vous pouvez aller jeter un œil. Et comme c'est français, vous avez des vidéos de présentation du jeu qui sont disponibles si vous voulez vous renseigner. On le voit sur les chaînes de Galéo et Chico, c'est ça? Ouais. Jupito et puis le H, Univers Board Game. Ouais. Univers Board Game. Ah oui, il a une chaîne YouTube, mais oui, c'est vrai que moi je le suis particulièrement sur les réseaux sociaux de Instagram. Donc, le H est très sympa. Alors le jeu suivant, c'est celui que franchement, allez-y, c'est aussi français, c'est un jeu de Léandre Proust, illustré par Clément Proust. Tu m'as dit, celui-là, je le pledge, parce qu'il est à 0, et donc je vais y aller. C'est à 0 €, je vois pas pourquoi on se priverait. Moi, je me suis posé la question, en fait, ça m'interpelle, ce côté, c'est à 0 €, on vous en parle, on vous donne notre avis juste après. Ouais. Ça a été, alors je suis surprise que tu n'en aies pas entendu parler, parce que mais Johan Levet... Mais j'ai préparé, regardez ma fiche, je prépare mes émissions, là, tout est là devant, évidemment, je connais. Voilà, ok, je me doutais un petit peu, parce que Johan Levet a participé aussi à la constitution du jeu. Alors, pas la création du jeu, c'est pas l'auteur, Johan, il a participé à la génération de nouveaux défis. C'est quelque chose, c'est sensiblement différent quand même. Sinon, c'est un jeu de Léandre Proust, justement. C'est ça. C'est un jeu édité donc par Gram Édition. C'est du solo et plus. En fait, ça se base sur... C'est un cahier de problèmes, comme des sudoku. C'est comme un cahier de sudoku, sauf que ce n'est pas du sudoku. C'est un nouveau type de jeu où vous allez devoir... qui se base sur les couleurs et les chiffres aussi, mais par exemple, si vous avez du orange, il faut qu'il y ait rouge et jaune de chaque côté, puisque le rouge et le jaune ensemble, ça fait du orange. De ce que j'ai compris en regardant, peut-être que je dis une grosse bêtise. Et donc, la question est de savoir de quel côté le rouge, de quel côté le jaune. Vous avez des chiffres pareils. Et le système est assez intéressant. Donc, c'est gratuit. Ça m'a... Donc, c'est pas tout à fait gratuit, puisqu'il y a un Worldwide Delivery et que vous allez devoir payer 2 € de frais de port. Mais sincèrement, j'ai trouvé l'initiative assez osée et intéressante, parce qu'en fait, c'est un bon moyen aussi de faire connaître un nouveau type de jeu, hein, tout simplement. Et moi, je vais clairement m'en prendre un cahier. Je vois pas pourquoi je me priverais.
Euh, et Clash of Deck, oui, et ils avaient fait Clash of Deck. Alors on dit, comme pour le premier, c'est-à-dire que Clash of Deck aussi, parce que j'avais pas suivi moi pour Clash of Deck. Donc est-ce que Clash of Deck aussi c'était gratuit? C'était gratuit, oui, la première version, Ah, la waouh. version démo était gratuite, le Kickstarter était construit comme ça, on avait la possibilité de récupérer, et notamment c'est intéressant aussi pour les boutiques, parce que ça permet de lancer le jeu, comme il s'agissait d'un jeu, il s'agit toujours, parce que le jeu est toujours disponible sur le site de Gram Édition, l'éditeur du jeu, c'est lui qui s'occupe de la distribution, il a essayé de monter un modèle à partir de quelque chose de gratuit. C'est pas le premier qui fait ça. On avait déjà eu sur Summoner Wars, qui était à l'époque distribué par Philosophia, une tentative de proposer ces jeux de cartes à collectionner distribués en boutique avec pas mal de boîtes. Il me semble qu'il y avait même 10 000 boîtes, un truc comme ça, qui avait été distribué aux joueurs pour créer une communauté autour de ce jeu. Et c'était la même chose sur Clash of Deck. Une démarche très particulière avec du gratuit. Ça a plutôt bien marché parce qu'il a créé cette communauté. Beaucoup de gens qui sont complètement fans de l'auteur et peut-être du jeu également. Il a été distribué à un moment par Tribuo, ça n'est plus le cas. Donc le modèle aujourd'hui c'est sans doute un peu réduit par rapport à ce qu'il était au départ. Tribuo ne distribue plus le jeu, ils le font directement eux-mêmes. Donc ça doit être un peu moins simple pour les boutiques de se procurer les différentes boîtes de Clash of Deck. Là, c'est le même modèle, mais c'est plus simple puisque c'est juste un fascicule. C'est, comme tu l'as dit, un sudoku, mais dans lequel il y a à la fois, dans chaque case, on va marquer une couleur et un chiffre. Donc ça va être relativement simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres qu'on va marquer sur les petits... Ou un chiffre. Une couleur et un chiffre, ou une couleur ou un chiffre. Non, une couleur et un chiffre à chaque fois. Ah bon? Oui, chaque fois? Oui, bien sûr. Et du coup, quand tu vois sur la jaquette qu'il n'y a qu'un chiffre de noté, c'est que en fait, la couleur, on n'est pas encore sûr. Tu vois, c'est en train de réfléchir. Là, je sais que c'est ce chiffre-là, mais je vais réfléchir à comment ça fonctionne. Sinon, c'est trop facile parce que en fait, entre les deux, tu as par exemple violet, donc tu sais que d'un côté, tu as bleu et de l'autre côté, tu as rouge, mais tu ne sais pas de quel côté il y a les deux. C'est ça. Ouais. Et ben non, mais moi je vais clairement pledger ce petit truc parce que ça me fait très très envie, je trouve ça rigolo. Ça sera pour la plage l'année prochaine. Par contre, je suis perplexe, moi, sur le modèle économique. Et je t'avoue, alors là, c'est pas par rapport à ce projet-là, mais c'est juste un regard personnel. J'aime bien payer, en fait. Le côté, c'est gratuit, on y va, on peut avoir des choses gratuitement. On respecte l'environnement, la nature, c'est marqué derrière parce que c'est un éditeur français avec des icônes qui insistent là-dessus. Mais on déresponsabilise d'une certaine manière l'achat en faisant payer uniquement les frais de port. Alors, c'est pas un avis du tout de ça, c'est pas bien, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est que le fait d'avoir un budget, de faire des choix, de réfléchir à ce qu'on achète, par exemple dans le jeu vidéo, pour se sortir de ce projet-là en particulier, moi j'aime bien payer. J'aime pas tellement le gratuit finalement parce que je ne sais pas quand je vais devoir payer, ce qui va se passer derrière. Il y a quelque chose qui me déplaît. J'aime bien à un moment me dire ce jeu ça me coûte autant, je vais aller là-dessus. Alors ça, je suis d'accord, dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, c'est particulièrement vrai dans le sens où vraiment il n'y a pas de jeu gratuit en réalité. Souvent il y a des achats derrière, compris. Là, je vous rassure, à première vue, il n'y aura pas de danger. C'est-à-dire votre cahier, vous n'allez pas devoir ensuite le renvoyer ou le payer, ou payer un supplément, etc. C'est vraiment Moi, je le vois beaucoup plus comme une campagne de publicité. C'est-à-dire que ça pourrait être des cahiers gratuits qu'il y a en boutique, qu'on irait, comme ça peut avoir des versions démo. Ce sera sans doute un cahier pas très épais. Et un jour, quand il y aura le cahier épais, il sera payant, bien sûr. Moi, ça me dérange pas. Ça veut pas dire que je vais. Moi, je fais quand même partie des gens qui se disent ça me pousse à essayer. Clairement, ça veut pas dire que du coup je sais combien valent les jeux, mais c'est vraiment pourquoi se priver. Donc, je pense que je fais partie des gens sur qui ça marche. Oui. Voilà. Et puis là, en fait, je ne sais pas quel est le but. Je sais qu'il y a un modèle économique parce que je connais Léandre Proust. Je sais qu'il a bien réfléchi à tout ça. Il est très, très intelligent. Il réfléchit beaucoup à des formules qui sont originales. Pure. Là, on le comprend pas forcément quand on le voit parce qu'on s'est beaucoup mis en avant le fait que c'est gratuit. Donc, c'est peut-être sur la suite du projet. Je pense vraiment c'est l'envie de comme ça m'a l'air d'être. Je dis peut-être une bêtise, mais comme ça m'a l'air d'être un vrai nouveau système de jeu. Comme les sudoku, c'est vraiment, j'en pense, une envie que ça se diffuse pour que les gens y accrochent, parce qu'il y a quand même le sudoku en face. Et donc, pour qu'après, peut-être, ça se développe plus, peut-être même qu'il y ait des magazines qui sortent une fois par mois, ou j'en sais rien, mais si c'est ça l'idée, il faut que les gens accrochent au départ, sinon, moi, je suis assez... Enfin, peut-être que je suis naïve, mais moi, je comprends assez leur démarche.
Oui. Si c'est ça. Et puis, je vais passer à la suite. Le jeu suivant, je pense qu'il va te plaire. On est dans les beaux jeux. Alors, me plaire, je sais pas, mais en tout cas, visuellement, oui, c'est très joli. Je suis pas vraiment un joueur de jeux abstraits, moi, à la base. J'aime beaucoup les regarder, j'adore les premières parties des jeux abstraits, mais visuellement, c'est vrai que c'est agréable. On vous parle de Stacked, un jeu d'empilement, un jeu abstrait, assez pour original. 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Oui, alors les jeux abstraits ne m'attirent pas toujours, mais là, j'avoue que en lisant, ça m'a donné envie. Donc, en fait, chaque joueur va avoir une quantité de figures, de pièces. Au début, chaque joueur va avoir voilà, on va distribuer des pièces en fonction de je ne sais pas si c'est toujours les mêmes, c'est pour ça que j'hésite à aller plus loin, mais en gros. Et ensuite, on va jouer chacun son tour pour construire cette espèce de petite montagne. Sauf qu'il va falloir respecter des règles et des contraintes de pose très précises. On ne peut pas poser une pièce sur une autre pièce si une pièce du même genre a déjà été posée dessus. On ne peut pas se poser exactement, superposer 2 pièces identiques exactement l'une sur l'autre. On ne peut pas mettre des bouts dans le vide, etc. Donc, on va essayer de pousser les autres à la faute. Et c'est le dernier joueur qui... En fait, il y a un moment où on ne pourra plus poser de pièces à première vue. Et donc, c'est le dernier joueur à avoir encore une pièce et à pouvoir encore la poser qui gagne la partie. C'est très simple. Ça a l'air efficace. Ça me donne envie d'essayer. Si vous êtes fan de jeux abstraits, je trouve qu'il est vraiment, vraiment très addictif visuellement. Addictif visuellement, c'est-à-dire que je trouve que c'est beau. Attrayant. Quoi. Ouais. Attrayant, ouais. Je cherchais le mot. C'est vraiment il est très beau joli, ouais. Puis il y a une épure dans les couleurs, c'est juste des formes colorées, mais en fait ça marche bien, c'est très joli à regarder. Moi je suis particulièrement pas fan des jeux abstraits à plus de 2 joueurs. Et là, je vois que c'est de 2 à 6 joueurs. Donc là, je suis assez perplexe parce qu'il y a cet effet king-making. En réalité, tu vas jouer pour bloquer ton adversaire direct. Et puis des fois, tu laisses l'adversaire suivant avoir de la place, faire ce qu'il veut. Et c'est souvent ce qui définit le vainqueur à l'issue de ce genre de jeu en particulier. Mais en tout cas, le matériel est chouette. C'est presque un objet qu'on a envie d'avoir pour l'objet en lui-même, indépendamment du fait d'y jouer. C'est pas un argument, ça. Achetez-le si vous allez y jouer. Moi, si j'étais très fortuné, c'est le genre de truc que j'aimerais bien avoir dans un coin du chalet. Là, clairement, je suis pas très fortuné, donc je vais pas le prendre, mais ça me plairait bien. Non, c'est assez joli. J'aimerais bien le voir sur une table, en fait. Peut-être le verrai-je à Essen l'année prochaine. J'aimerais bien le voir, le matériel. Je vais pas parler du suivant, qui m'a paru, qui quand je l'ai regardé plus en détail tout à l'heure, m'a paru moins passionnant. Donc, je vais sauter directement jusqu'à Wish. Allez, on saute jusqu'à Wish. Alors, Wish, je suis un peu étonnée parce qu'il a le profil du genre de jeu qui pourrait faire un carton et qui aurait plein de contributeurs et qui monterait vite dans les... Et en fait, il n'y a que 160 contributeurs. Alors, pourquoi déjà je penserais que ça ferait un carton? Parce que c'est illustré par The Miko. Et en général, dès qu'il y a un jeu illustré par The Miko, c'est allez, bam, tout le monde achète, ne serait-ce que parce que la boîte est jolie. Alors, c'est vrai que la boîte, là, ne ressemble pas à son genre d'illustration habituel. Donc, l'auteur, c'est Vanton. Et c'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, des parties de 1 heure. On est sur le genre de format vraiment familial, enfin, pas familial, le genre de jeu traditionnel autour de genre de jeu qu'on met autour de la table qui est pas très très compliqué, mais où on va retrouver des mécaniques de je collecte des ressources. Donc on va jouer des djinns et non pas des djinns Levis, on se comprend, mais des djinns qui vont se balader sur un plateau pour aller collecter des ressources. Avec ces ressources, ils vont pouvoir réaliser des souhaits. Ces souhaits, ça va être des cartes qu'on va placer devant soi, qui vont constituer un moteur et qui vont apporter des petits meeples de couleurs. Avec ces meeples de couleurs... Alors non, c'est les meeples de couleurs qui vont... avec les meeples de couleurs, on va pouvoir élever des monuments. Donc il y a un effet... Vraiment, je collecte des ressources, je remplis des objectifs ça va me créer un petit moteur. Donc tout est assez finalement classique. Est-ce que c'est ça qui justement, du coup, lui, le fait qu'il n'y a pas un engouement plus vivace que ça? Oui, c'est assez accessible. C'est pas tout à fait le genre de jeu qui fonctionne extraordinairement bien sur financement participatif. Les jeux, là on voit la grille, stratégie, c'est assez léger. Il y a une grille assez illisible d'ailleurs, parce qu'on a du mal à voir les icônes. C'est tellement de couleurs dessus. Voilà. Mais et vos djinns auront des pouvoirs particuliers que vous allez déclencher, des objectifs de fin de partie. C'est
sur le papier, on a déjà vu ce genre de jeu, mais ça n'a pas l'air désagréable et je suis étonnée parce que même si c'est pas le public, joueur expert habituel de Kickstarter, c'est quand même des jeux qui d'habitude marchent assez bien et en vérité, depuis le début, je ne l'ai pas dit, mais il y a pas mal de projets cette semaine, je trouve, qui, peinent à créer un engouement très fort. Oui. Donc, à part, Stacked, justement, le jeu abstrait que je t'ai montré qui cartonne très, très bien, les jeux, sont pas, le premier jeu que je t'ai montré, par exemple, n'avait pas rempli son objectif, alors que d'habitude, c'est le genre de jeu qui, en 20 minutes, c'est fait, voilà. Oui, alors tout Donc, est affaire d'objectifs aussi, mais effectivement, c'est pas des gros succès sur cette période. ouais. Sur celui-ci, vous avez une vidéo française, enfin francophone, pardon, fait par Martin Montreux de la Société des Jeux. Vous pouvez la découvrir et il vous donne en une quinzaine de minutes un bon aperçu de comment fonctionne Wish. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur ce jeu en particulier, s'il vous attire, en tout cas, ne vous privez pas de regarder cette vidéo avant de pledger. Donc, oui, moi, ce jeu, je pledgerai pas, mais par contre, si je le vois, pareil, si quelqu'un l'avait, je serais contente. Si je peux y jouer à SN ou des choses comme ça. Donc, ça a l'air assez classique, mais pas désagréable. Après, j'en ai pas la moindre idée de comment le jeu se comporte. Le Voilà, jeu suivant. il a atteint 9 000 euros. Hein. C'était 9 000 euros qui étaient demandés pour produire le jeu. On sait Ouais. très bien que 9 000 euros, ça suffit absolument pas pour produire un jeu. Donc Non. c'est vraiment le seuil C'est était surtout très bas. C'est surtout le nombre de contributeurs, tu vois. Ouais. Parce que le jeu suivant, c'est celui qui cartonne le mieux, on va dire, et on est à 856 contributeurs. C'est Singularity.exe, et je dois reconnaître que de tous les jeux dont on a parlé, alors moi j'avais bien aimé Stack Day, hein, le jeu abstrait attire assez mon œil, mais et celui-là, c'est pas du tout mon genre de visuel, Singularity.exe, mais j'avoue qu'il a l'air assez intéressant, peut-être plus original, donc c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. C'est un jeu d'affrontement avec des cartes, donc un jeu pour, je vérifie ce que je vais dire quand même avant de le dire, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans sur des parties de 45 minutes, avec des pledges très variés qui vont de 55 pour la boîte de base à 175 pour la totale, folle, vous avez tout le matériel incroyable. À première vue classique, puisqu'on va s'affronter, les joueurs vont s'affronter avec des cartes, sauf que, premièrement, vous allez avoir des paquets préconstruits, mais il y a une grosse partie du jeu où vous allez pouvoir construire vos entre guillemets decks, et je dis bien entre guillemets decks parce que c'est pas tout à fait des decks, puisque les jeux, et c'est là que le jeu se démarque, vous allez mettre vos cartes devant vous. Je sais pas si on a une image quelque part, Oui, mais là on le voit sous sur la forme vidéo. Oui. voilà, sous forme de petits stacks, de petits paquets, en fait, plein de petits paquets qui ne seront jamais mélangés. Et donc, quand vous allez jouer avec les cartes qui sont apparentes sur le dessus du paquet, par exemple comme là, et vous allez attaquer une autre carte, faire son effet, puis vous allez la ranger sous votre deck, sous le deck d'où vous avez pris la carte. Donc, il y a un effet de vraiment, je maîtrise mon jeu, Oui. il y a pas de, je mélange pas. Puis ces effets, ça va être divers et varié. Vous allez attaquer, vous allez pouvoir mettre des effets sous les cartes de votre sous les decks de vos adversaires. Les cartes ont des pouvoirs. Vous allez pouvoir changer de place vos cartes dans vos decks, etc., etc. Donc, j'avoue que ça a l'air assez intéressant et massif et ambitieux. Ça a l'air très technique, hein, comme jeu. Et très technique. Donc, oui, c'est un peu le projet le plus, on va dire, intriguant de tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Est-ce le meilleur? Je n'en sais rien. Ça, à chacun de se faire son avis. On a Univers Board Game justement qui est en ligne. On a parlé de toi juste avant sur ta vidéo de je sais plus quel jeu, j'ai oublié. Mais effectivement, on a vu passer des vidéos. Il nous dit qu'il est très fan de The Miko. T'aimes beaucoup toi aussi The Miko comme illustrateur? Non, pas du tout. Parce que moi, j'aime pas du tout, en fait. Je suis absolument pas client. Je vois bien. Mais je sais qu'il y a un enthousiasme sur cet illustrateur qui est très fort, mais dans la construction de ces images, dans l'esthétique, qui est toujours un peu le même, je suis pas très fan. Moi, je suis pas sensible. Moi, j'aime bien les couvertures de certains des jeux qu'il a fait. Je les trouve belles, comme par exemple Voyageur du Tigre du Sud. Quand il y a pas trop de figures, je trouve après que dans les jeux lui-même, c'est pas très lisible. C'est pas très, c'est un peu puré de couleurs, quoi. Ça me manque un peu de simplicité ou je sais pas, mais ça marche moins bien pour moi pour les plateaux de jeu. Je trouve que les couvertures
c'est pas mal, mais c'est pas du tout mon illustrateur favori. Voilà, c'était notre minute critique d'art, qui est un peu hors sujet, Voilà. mais bon, on aime bien vous parler de ce qu'on aime bien, ce qu'on aime moins, ce qui nous provoque de l'émotion ou pas. C'est pas de la critique, hein, vraiment, là, c'est juste, on partage nos avis, on est vraiment dans la vie, avec la légèreté que cela intègre aussi. Oui, là, on échange nos goûts personnels, en fait. Mais c'est bien de le faire de temps en temps, c'est parce qu'on partage ça. C'est comme quand on se retrouve autour d'une table, qu'on a fini une partie et qu'on parle devant une étagère, notamment, qu'on le fait tout le temps au chalet. On parle de tous les jeux qu'on a aimés, moins aimés, nos sensibilités. Et j'ai même l'impression que c'est un peu l'activité principale du chalet, c'est de se mettre devant l'étagère et de dire « T'as joué à ça ?» Ouais, on l'a beaucoup fait, là, cette semaine. Ouais. Je me rends compte que je t'avais mis le lien pour le projet suivant, je t'avais mis le lien du site, mais pas du projet, donc je t'ai mis le lien du projet. On va pour moi, on va terminer, mais parce que toi, tu en as rajouté un derrière. Oui, mais sur GameFound, un jeu qui s'appelle Misty Waters at the World's Edge, qui est en fait un jeu ils disent c'est pas un jeu de piraterie, mais c'est clairement un jeu de piraterie dans lequel vous allez vous balader sur la mer et dans sur l'archipel, les archipels en fait, d'archipel en archipel, et dans lequel vous allez. Alors il y a un mode solo, il y a un mode coopératif, il y a un mode compétitif, etc. Vous allez essayer d'avoir le plus de réputation. Donc, vous allez explorer et conquérir des îles, vous allez défendre des îles occupées, vous allez investir dans des mines, vous allez visiter les tavernes, vous allez acheter des bateaux, vous allez, etc., etc. C'est la vie de piraterie et de. Alors, est-ce que c'est de la piraterie ou est-ce que c'est juste des bateaux? Peut-être. Mais ce genre de thème, ça plaît beaucoup à certains, donc c'est pour ça que j'en parlais et vous voyez un peu les images. Je trouve que l'ensemble ne dégage pas quelque chose de très beau et de très attractif. Ça fait un peu jeu des années 90 à mon goût. Ce petit bateau bleu, c'est peut-être très bien, mais... Ouais. Oui, mais il y a un petit effet... La piraterie, ça date d'il y a longtemps, donc... Oui, c'est vrai, ça fait... Mais voilà, plein de petites citations comme tu les aimes dans le. Ça a été cité par plein de chaînes. On va regarder ça. Etc. Voilà. Non, je trouve qu'on est tous dans la communication. Faut pas que je râle sur tout ce qui se passe systématiquement, mais on est tous dans une forme de communication collective, en train de se ranger d'un point de vue. Publicitaire en fait. On reprend tous les codes de la publicité dont on se moquait quand on était gamin et qu'on regardait la télé en disant c'est des pubs, c'est pas intéressant, on va passer à autre chose. Et là on fait tous de la pub, on cherche tous la bonne formule de pub, on est très sensible à ça. Et des fois je me pose la question du à quoi bon, est-ce que c'est vraiment utile ce qu'on fait là avec toutes ces petites phrases? Alors moi je fais partie des gens nuls qui, si je vois une petite citation d'une chaîne que j'aime bien qui dit c'est un jeu fantastique, au moins je vais aller voir la vidéo de cette personne pour voir ce qu'il en dit. Alors ce qu'il faut faire très attention, bien sûr, c'est que ces phrases sont prises hors contexte. Il faut voir la phrase dans son intégralité. Ça m'est arrivé d'être cité, mais toi aussi d'ailleurs. Bien sûr. Et souvent je me fais la réflexion quand je vois mes citations, je fais ils n'ont pas mis la phrase juste avant et la phrase juste après qui pouvaient un petit peu nuancer le propos. Donc effectivement, quand vous voyez une citation très du style ce jeu est incroyable, allez voir si on ne dit pas « ce jeu est incroyable, mais pas fait pour moi parce que nanana, etc. » N'hésitez pas à aller plus loin que la simple citation. Et on va terminer avec un projet qui n'est pas du jeu de société, mais comme c'est un copain, ça me faisait plaisir aussi de le signaler. Puis on parle de temps en temps aussi de bande dessinée, donc ça me fait plaisir d'ouvrir un peu. Je me suis rendu compte quelques fois où on l'a fait, que ça vous parlait généralement. Et comme c'est vraiment très original comme projet, vous en avez sans doute déjà entendu parler, notamment si vous êtes connecté sur Instagram. Il s'agit de la compilation de dessins réalisés par Boulet. C'est proposé par Exemplaire, cette maison d'édition qui l'est. Exemplaire, puisqu'elle travaille avec les auteurs. La part de gain de l'auteur est beaucoup plus élevée que sur de l'édition classique, donc c'est très intéressant de passer par ce genre de maison d'édition pour un auteur qui a un réseau, c'est-à-dire qu'il pourra faire le travail aussi de mise en avant de son jeu. Il y a un financement participatif qui est créé, les boutiques, les libraires vont avoir la possibilité aussi de commander et de le proposer en boutique. Pour rappeler ce dont il s'agit, ça s'appelle Sinu Monstrus, c'est une initiative qu'a pris Boulet à la suite de Pokémon Go, cette période dans laquelle
Beaucoup de gens allaient chercher des Pokémon en se baladant en ville avec une application. Lui, il s'est amusé à prendre des photos des villes et puis des photos de ville, des photos réelles, et de dessiner des monstres à l'intérieur. Donc il y a une part de dessin et une part de photographie à chaque fois. C'est très bien fait. Il y a un univers graphique qui est complètement onirique. Je vous montre la vidéo, mais on va descendre, on va plutôt regarder quelques visuels qui seront plus parlants. Il en a fait un beau livre, il a réuni toutes ces photos que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez les regarder. Il en a fait un beau livre avec les photos, mais une petite histoire qui accompagne et qui sont... c'est le genre de bouquin qu'on a envie de poser à un endroit, de regarder de temps en temps, et puis pour s'immerger dans des univers auxquels on ne pense pas forcément, qui sont particulièrement immersifs. Et ben moi, je découvre que c'est un copain à toi, parce que moi, je l'ai découvert grâce à Instagram. Ça fait partie des super choses de Instagram. Et je l'ai découvert, je le suis sur Instagram, Boulet. J'adore les petits. C'est là où, quand il se représente j'imagine que c'est lui quand même qui dessine, il arrive des tas de choses, et je trouve ça super. C'est hyper marrant et c'est intelligent. Donc, je suis super, trop contente de parler de ça aussi. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail. Voilà, c'est un auteur important du monde de la bande dessinée. Il a fait partie des précurseurs des blogs BD. On était quelques-uns, c'est pour ça qu'on se connaît, on se côtoie de temps en temps. Enfin, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu. Boulet. C'était le dernier projet dont on vous parle aujourd'hui. On a évoqué quelques jeux, les jeux qui sont sortis, les jeux qui vont sortir, les jeux dont on a juste entendu parler et ceux qui sont proposés en financement participatif. Et comme chaque semaine, on termine en vous parlant des vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Alors, nous, on a un peu calé, parce que comme j'ai fait un tour à Paris, j'ai eu du mal à terminer des vidéos alors qu'il y en a plein que je dois vous diffuser et vous n'avez pas eu de vidéo lundi, mardi. C'est pas bien, je suis pas content parce que du coup ça s'empile sur la liste des vidéos en retard à diffuser. On va essayer de rattraper ça. On recevait du monde au chalet, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour me mettre derrière l'ordinateur et pour les finir. Il y en a eu quand même quelques-unes. Il y en a eu sur ta chaîne, on commence par ta chaîne. Il y en a eu pas mal sur ma chaîne cette semaine. Je bosse, les gars. Je rattrape le retard, je publie. Normalement, il y en a eu pas mal. Voilà. Je dis pas de bêtises. Donc je vous montre les vidéos, je brode, c'est pas ça, c'est ça, hop. Tu as diffusé la vidéo de Cat in the Box que tu as fait avec Rebentis. Oui, un jeu qui a beaucoup de succès, de Pli, dont on parlait tout à l'heure, complètement dans la vague actuelle des jeux de Pli. Moi, les jeux de Pli, c'est pas mon grand truc, mais il y a une mécanique qui est vraiment originale dedans. Nous avons une vidéo sur Orion Duel, le jeu de duel dans lequel on va essayer de joindre les deux côtés du plateau. Chacun essaie de le faire avec sa propre couleur. C'est publié par Matago. Tu as fait la vidéo avec Marjorie. Oui, tout à fait. Alors, quelqu'un dit à deux, il est bien. On n'est pas deux dans la vidéo pour Cat in the Box. On est trois, ou je crois qu'il y a Valentine aussi avec nous. Et puis, mais je n'avais pas les miniatures de tout le monde, donc j'ai mis Rebentis sur la vidéo. Et oui, et Orion, jeu abstrait très, très chouette. Pareil, c'est pas mon truc, les jeux abstraits, donc je me sens toujours pas légitime pour les juger complètement. Mais plutôt très cool. Il y a un petit truc de manipulation que j'aime pas trop, parce qu'on peut soulever des choses pour mettre des trucs en dessous. Enfin bon, bref, ça c'est un truc qui me plaît pas. Mais les idées mécaniques du jeu sont vraiment très cool, et le fait d'avoir plusieurs chemins pour gagner est vraiment très intéressant. Si vous aimez les jeux abstraits, c'est vraiment un des jeux à pas louper cette année. Ensuite, on a le Penelope Show 86, c'est les sorties du mois de novembre 2023. Donc là, tu avais le tour de tous les jeux pendant 3 heures, si je me trompe pas. C'est ça. Et avec un nouveau système, là, je filtre plus maintenant. Je suis plus sélectif, c'est impossible. Donc, je me suis fixé une limite de 40 jeux dans ces émissions pour pas aller plus loin. Parce que ça pourrait devenir fou. Et puis, je les trie. Je fais ceux-là, ils sont bien, ceux-là, ils sont moins bien, etc. J'ose. Mais sur les sorties, c'est difficile parce pour beaucoup, on n'y a pas joué. Donc, c'est vraiment plutôt, moi, j'en ai entendu ça. J'ai vu, les graphismes me plaisent bien. J'ai un bon a priori. Mais après, faut se faire des idées plus précises. Et Planet Unknown, que tu as tourné avec Alex. Génial. Marjorie. Ça, franchement, allez voir vers 50 minutes, je me tape une crise de fou rire à cause d'Alex. Alex, c'est quelqu'un avec qui
je peux pas m'empêcher de rigoler quand on joue. Ça part toujours en rire. Je crois qu'on se fait mutuellement rire naturellement. Bah, elle s'amuse. Ça... Dans une partie de jeu de société avec elle, on va toujours rigoler parce qu'elle s'amuse. Moi, j'aime bien les gens qui sont aussi là pour passer du bon moment. C'est sérieux, le jeu de société, jusqu'à un certain point. On est aussi là pour s'amuser. Et là, vraiment, c'est une émission que j'ai adoré tourner. Je veux vraiment qu'elle revienne à la maison parce que c'était trop agréable. On a beaucoup, beaucoup ri. Donc, super souvenir. Voilà, sur notre chaîne, vous allez pouvoir découvrir Romirami. On l'avait évoqué la semaine dernière, mais il n'était pas encore diffusé. A Long History, le jeu de François Bachelard qui est sorti la semaine dernière. Les nouveaux jeux de BioViva. On présente 4 jeux dans cette petite séquence sur cet éditeur particulier, montpelliérain, qui fait des jeux de société fabriqués en France, toujours avec un regard particulier sur l'environnement également. Donc, et un regard bienveillant de ta part sur cette sur cette vignette. Et puis donc la prochaine vidéo qui sort, c'est Synchro, elle est en cours de validation et puis on la diffuse très vite également. Vous allez pouvoir savoir comment ce jeu fonctionne et tu es présente sur la partie. Oui, je suis là. Et donc on vérifie bien que j'étais effectivement là. Mais c'était très chouette, ça vraiment, ça aussi c'était rigolo comme tout. Ça fait partie des vidéos où je me dis ça doit être sympa à regarder parce qu'on voit. Enfin, il y a des vidéos, des fois, quand on les tourne, on se dit, bon, les gens vont peut-être s'ennuyer un peu. Et puis, il y a des vidéos où on se dit, ça va être marrant à regarder, il y a du spectacle, c'est sympa, on voit les gens qui rigolent, qui se chambrent et tout. Donc, c'est un bon souvenir synchro. Et sur la chaîne de replay, parce que vous savez, on a une chaîne de replay également sur laquelle on repasse parfois les formats qu'on a enregistrés en matinale. C'est des vidéos à part entière qui demandent pas mal de temps de préparation d'ailleurs, donc elles comptent. J'en ai pas diffusé cette semaine parce que j'ai pas eu le temps. On a eu des invités, j'ai pas eu le temps de m'isoler derrière l'ordi pour faire des compilations de ces vidéos-là. Ça prend quand même un peu de temps, on le dit à chaque fois. On aimerait bien les mettre systématiquement, mais c'est compliqué. Vous ne les trouverez pas. Faudra aller sur notre chaîne Twitch pour le moment pour revoir les matinales que nous avons faites avec Ludovic Maublanc, puis avec Thomas Provost et Antoine Boza, et hier avec Corentin Lebras. Pas mal de vidéos à regarder si vraiment on vous manque, si vraiment vous voulez avoir plus de contenu. Ce sont des vidéos très vivantes en général, mais qui sont chouettes à regarder en live. On aime bien les remettre en replay parce que pour se souvenir en fait de ces moments-là qu'on comptait aussi dans notre parcours ludique, c'est pas indispensable. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder non plus. Je vous autorise exceptionnellement. On arrive à la fin de cette émission. Tout à fait. On a fait le tour des différents jeux dont il fallait vous parler. On arrive tranquillement d'ailleurs sur la fin. Est-ce que c'est la fin de la période des sorties importantes ou ça continue encore les semaines qui viennent ? Non, là, on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus calme jusqu'au mois de janvier, je pense. Mi-janvier, mi-janvier. Puis alors, en mi-janvier, on va être aux environs de Cannes et là, on va commencer à réentendre parler de plein de choses. Et donc là, on arrive dans notre période où on peut un peu souffler. Je crois qu'il y a encore une ou deux bonnes semaines, il me semble, de sortie. La fin novembre, c'est quand même encore bien chargé. Oui, mais c'est vrai que par rapport à moi, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais moi, les 2 derniers mois ont été éprouvants physiquement de devoir d'essayer pour suivre l'actu. Et là, ça fait 2-3 jours où je me dis, j'arrive à ressouffler un tout petit peu. C'est toujours intense, mais on n'est pas dans une période creuse. Mais là, la période creuse arrive bizarrement, c'est celle de Noël. C'est pas plus mal, parce que comme ça, nous aussi, on peut profiter de Noël et de faire des lives et de préparer des vidéos, etc. A Long History, il sort quand, nous demande-t-on ? Je crois qu'on l'avait annoncé la semaine dernière, il doit être sorti, je pense. Oui, il me semble qu'il est sorti déjà. Ouais. Oui, vous pouvez le trouver. Parce que je ne l'ai pas vu dans la liste de cette semaine, donc ça devait être la semaine dernière, si je ne me trompe pas, en tout cas. Voilà. Du spam dans le chat qui dit « On parle bien de biathlon, c'est bien ça ?» Parce que c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est du sport. Ça n'a pas repris la saison de biathlon, j'ai hâte qu'elle reprenne, j'adore ce sport, j'adore le suivre. C'est sympa à regarder, ouais. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous remercie d'avoir passé un petit moment avec nous ce matin. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine émission d'actualité ludique. Mais avant cela, il y aura des émissions régulièrement sur nos chaînes respectives et sur le YouTube également d'un monde de jeux. On va continuer à vous présenter pas mal de jeux différents. Geeklet nous dit 24 novembre, A Long History, donc ça ne peut pas encore sortir. Corrige. Ok, merci Geeklet pour la précision. Allez, bonne journée à tous. Ciao. Et à très bientôt.